Paris est la ville la plus visitée au monde, fameuse pour un patrimoine urbain qui offre orgueilleusement les traces de 20 siècles d'histoire. Mais ce somptueux décor se double d'un autre patrimoine, immatériel celui-là, qui lui aussi fait la réputation de Paris, mais dans un autre genre. L'habitude de protester dans les rues, en grand ou en petit nombre, pour manifester physiquement son opinion. Paris Intramuros possède le record du monde des manifestations revendicatives. Environ 3000 par an. Aucune capitale au monde ne peut rivaliser avec elle sur ce point. Elle absorbe 60 à 70% des manifestations déclarées sur le territoire national. Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés, chantait Aragon. De l'extrême gauche à l'extrême droite, des notaires aux sans-papiers, tous les corps sociaux ont un jour ou l'autre manifesté leur colère, leur inquiétude ou leur désaccord dans les rues de la capitale. Ils ont déclaré la culture. Manifester est une seconde nature à Paris, une habitude bien ancrée. Quand quelque chose ne va pas, on va le dire dans la rue, parfois sous le regard perplexe des étrangers. On a du mal à le comprendre. C'est ça d'abord. D'un côté, c'est quelque chose de très spontané, donc d'une démocratie directe qui s'exprime directement. Bon, c'est la forme la plus spontanée, la plus directe qu'on puisse imaginer. De l'autre côté, si on a trop de ces manifs, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les pays nordiques, ce qui est aussi vrai pour l'Allemagne, on est moins dans la voie publique, en général. En général, ça se passe plutôt à la maison, au bureau, etc. Et c'est aussi l'usage de l'espace public qui est différent. Il faut savoir que nous vivons dans un pays qui est extrêmement tolérant pour ce droit-là. C'est quelque chose de viscéral chez nous depuis 1789. On descend dans la rue, on a le droit de le faire. Et les autorités, les magistrats, sont extrêmement réticents à appliquer les textes pénaux qui répriment, sanctionnent telle ou telle infraction au droit de manifester. C'est un subtil équilibre. C'est un équilibre démocratique. Aujourd'hui, nous venons avec les couleurs d'une lutte qui n'est pas anti-républicaine et je défie toute autorité à venir dans ce cas m'arrêter si de combattre la négrophobie a un caractère anti-républicain. Beaucoup de gens s'imaginent que le pouvoir politique, les autorités, doivent autoriser une manifestation, ce qui est faux, puisqu'une simple déclaration faite dans un temps réglementaire de 3 jours francs au moins par 3 personnes clairement identifiées suffit à valider le principe même de la manifestation. Tout un chacun peut manifester à condition de le déclarer. Mais la règle, c'est la liberté absolue de manifester. Les Parisiens ont souvent l'impression que le monde entier agit comme eux. Et ils n'ont pas le sentiment que l'on puisse peser sur des décisions sans se regrouper dans la rue. Un tel comportement est pourtant un objet singulier. Les manifestations pacifiques telles que nous les connaissons ont pris une part de leur modèle dans les processions catholiques au cours desquelles le peuple marchait en ordre pour interpeller Dieu. Il y a une continuité historique unique au monde dans l'espace réduit de Paris. Toutes les formes de protestation publique qui s'y déroulent découlent d'habitudes prises et transmises au fil des siècles, en dépit des changements de population. On manifeste parce qu'on a déjà manifesté, soi-même, ses parents, ses grands-parents, ou les Parisiens qui se sont succédés au cours des âges. Leur registre est d'une infinie variété que les historiens nous aideront à comprendre dans leur profondeur historique.
Mais les rues offrent avant tout un spectacle de revendications hétéroclites. D'une certaine manière, la manifestation aujourd'hui se situe toujours quelque part entre l'émeute et la procession. Qu'elle soit défilé, cortège, attroupement, rassemblement, marche ou simple manif, que son objet soit politique, social, international, sociétal ou simplement local. Ce n'est plus Dieu que l'on met devant ses responsabilités, mais l'autorité humaine. C'est aussi un lieu d'échange et de reconnaissance. Je suis d'accord avec ça, il faut décapitaliser le système. Mais je pense que l'angle d'attaque, c'est pas forcément le système. C'est parce que l'angle d'attaque, pour moi, c'est le système, la société humaine. C'est-à-dire le monde, si on veut changer, révolutionner le monde, si on veut faire une révolution mondiale à un moment donné, c'est pas dénoncer un des systèmes politiques, parce qu'on en a avec plein des systèmes politiques. Voilà. La démocratie française, on considère quand même que le droit trouve sa source et son origine dans les décisions du peuple. Et symboliquement, au moins, le peuple précède la Constitution. Elle peut la transformer, elle peut la changer, il y a plusieurs moyens pour ça, il y a la jurisprudence, la manifestation, la loi directement, mais la source de la légitimité, c'est le groupe. Or, le groupe n'a pas d'existence dans la vie quotidienne. La manifestation est une affirmation de légitimité. C'est essentiellement ça. C'est on fait groupe, on partage une communauté d'affection et d'identité, on partage une communauté d'intérêt, nous sommes la source de légitimité. Dans le système social français, on a une telle centralisation qu'effectivement, l'adresse est directe de la rue à l'État, ou de la rue à l'institution centralisée, quelle qu'elle soit, à ce qu'on va se représenter comme étant l'opinion publique, à ce qu'on va se représenter comme étant les principes de la France, l'âme de la France, celle qui pense par exemple qu'il faut défendre les droits de l'homme. Il n'y a pas besoin d'être un nombre pour ça, il faut manifester. Le modèle traditionnel de la manifestation est l'interpellation, où les tribuns et les orateurs donnent libre cours à leurs talents. Pourquoi on manifeste aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, on est en train de nous asphyxier financièrement, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et on n'en peut plus. On n'en peut plus, on demande encore 130 millions d'efficience. Mais c'est quoi l'efficience dans les hôpitaux? Ça veut dire moins de personnel, moins de moyens. Et nous, on n'en peut plus, Madame Fougère. On n'en peut plus d'être étranglés financièrement. On n'en peut plus qu'on supprime des milliers d'emplois dans ces hôpitaux. Il y en a marre, Madame Fougère. Il faut entendre tous les hôpitaux de l'assistance publique qui sont en mouvement actuellement. On n'en peut plus de cette politique d'austérité dans les hôpitaux de la fonction publique. Alors il faut nous donner des moyens, Madame Fougère, et il faut les réclamer à vos tutelles, parce que ça peut plus durer. On en a ras-le-bol. Il va falloir l'entendre. Il va falloir que Xavier Bertrand entende aussi notre colère. François Fillon, Nicolas Sarkozy, il y en a marre. Il y en a marre de la Tous les métiers et tous les corps sociaux se sont retrouvés un jour ou l'autre dans des manifestations et toutes les causes descendent dans la rue. Pour obtenir par exemple la libération d'otages français à l'étranger, ou plus de sécurité dans les rues de Belleville.
Depuis une trentaine d'années, les rues de Paris sont le reflet des préoccupations sociétales de la population. Et la liste des manifestations pour ceci ou contre cela est aussi contrastée que la population elle-même. Je tiens à vous remercier toutes et tous de vous être mobilisés pour cette première journée nationale de lutte contre la récidive. Parce que la récidive criminelle et sexuelle est un fléau dont nous devons nous protéger. Salut et fraternité, peuple de la francophonie, peuple debout. Celui qui méprise sa langue se méprise lui-même. Vous êtes forts de notre langue, vous êtes forts de votre diversité et nous gagnons cette bataille car c'est la bataille de l'existence même de nous-mêmes. Vive la francophonie, vive les peuples debout et vive notre combat que nous mènerons jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on nous dit que la manifestation n'est pas interdite, mais elle n'est pas autorisée. Donc les organisateurs demandent à l'ensemble des participants de se comporter comme des gens normaux et responsables, parce que, quelque part, c'est notre image de pestiférés qu'il faut réhabiliter aujourd'hui. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous avons droit au chapitre. Nous avons le droit de nous exprimer. On laisse mourir dans la rue, dans leur urine, des clochards à moitié fous et on serait la patrie des droits de l'homme. Dans les faits, c'est faux. En revanche, à l'évidence, lorsque on a un groupe de manifestants qui vient réclamer des droits politiques pour des gens à l'étranger, c'est à cette âme française qui s'adresse, c'est à cette idée de la France qui s'adresse, c'est à cette espèce de figure du peuple qui, en quelque sorte, précède dans l'imaginaire collectif l'État et a beaucoup plus de légitimité que lui, est la source de sa légitimité. Un quart des manifestations à Paris sont aujourd'hui le fait d'organisations étrangères ou en soutien à des causes internationales. On manifeste à Paris par délégation, surtout quand les défilés sont interdits dans les pays d'origine. Paris sert ainsi de caisse de résonance à tous les conflits que connaît la planète. Descendre dans la rue est un réflexe. On manifestera contre la fermeture d'une classe, ou encore, comme ici, contre celle d'une rôtisserie citoyenne par le promoteur qui a acquis l'immeuble. Par la fréquentation, par les histoires qu'on se raconte, par la mythologie collective, qu'il y a évidemment transmission et évidemment réinterprétation. Dans l'imaginaire parisien, la Bastille tient une place formidable. Et avec elle, plus confuse sans doute, l'image de la Révolution, qui symbolise l'irruption du peuple dans le champ politique. Si les Parisiens, depuis le XIXe siècle, ont tendance à descendre régulièrement dans la rue, c'est parce que leur comportement est légitimé dans la tradition politique par ce grand précédent qu'est la Révolution. Pierre Cernat rappelle que la légitimité de la rue s'est formée entre 1789 et 1795.
C'est une des spécificités, j'allais dire une des particularités les plus fortes de la Révolution française. C'est cette introduction quasi immédiate, cette spontanéité, ou du moins peut-être cette maturité, plutôt du peuple, à entrer dans la Révolution comme un acteur politique déterminant. La Révolution française se construit sur une pure abstraction qui fait de tout un chacun l'égal de tout un chacun. On a donc une sorte de prise de conscience politique assez rapide qui va se produire, qui fait que tout un chacun, par l'atomisation des droits de l'homme, est lui-même, en soi-même, responsable du collectif, et encore plus légitimé à parler pour le collectif lorsqu'il est dans une foule. Donc en fait, la Révolution française va construire un principe de légitimité extra-parlementaire, hors du Parlement, hors de la loi, qui a autant de valeur politique que la loi elle-même. C'est-à-dire que les représentants ne sont normalement que l'émanation du collectif. Et lorsque le collectif est réuni, il a le droit de parler à égalité avec les représentants. Donc en fait, on a deux principes qui sont nés pendant la Révolution française. C'est d'un côté le légitime, c'est-à-dire le droit de tout un chacun de résister lorsqu'il sent donc que ses droits imprescriptibles sont violés, et en même temps le légal, c'est-à-dire l'impératif absolu d'obéissance à la loi. Les deux principes fonctionnent simultanément et dans un choc, bien évidemment, puisque on a d'un côté la construction de l'obéissance à la loi comme la bonne citoyenneté, et de l'autre côté l'impératif du droit de résistance comme la marque pleine de l'intégration du devoir citoyen de défendre les droits de la collectivité au nom de son fort intérieur. Au moment de faire la Révolution, le peuple de Paris avait pourtant déjà une longue histoire mouvementée derrière lui. Sa fréquentation étroite du pouvoir est ancienne et remonte à la fin du XIIe siècle, quand Philippe Auguste fixe définitivement Paris comme capitale. L'enceint d'une solide muraille et entreprend de faire paver les rues. Le pouvoir de plus en plus centralisé du roi de France va désormais se heurter aux émotions populaires. Dès le début du XIVe siècle, le peuple s'échauffe contre les dévaluations de Philippe le Bel. Mais à la faveur de la guerre de 100 ans, des troubles beaucoup plus sérieux éclatent, dont les Parisiens conservent la mémoire dans le nom d'Étienne Marcel, un bourgeois, prévôt des marchands, qui conduit la révolte et qui fera fuir de Paris le futur Charles V. La ville a toujours été un monstre imprévisible. Paris, alors on ne sait pas trop, mais quand même, ça tourne au début du XIVe siècle autour de 200 000 habitants. C'est-à-dire la plus grande ville d'Occident. Avec le problème des épidémies, en particulier la récurrence des pestes, vers 1400, on a à peu près la moitié de la population à Paris, c'est-à-dire 100 000 habitants. Mais c'est encore une très grande ville. Les sanglantes émeutes de 1413 et 1418, sur fond de guerre civile entre les partis armagnacs et bourguignons, ont pour enjeu la possession de Paris et voient pour la première fois le bas peuple jouer un rôle. La révolte de 1418 est très intéressante parce que elle est menée par les bas-fonds. Car on a au départ une révolte de type politique qui va prendre le pouvoir. Et puis, au moment où la révolte politique se met en place, où, on va dire, les autorités, même les élites, choisissent leur camp, arrivent, dans un second temps, ce qu'on peut appeler les bas-fonds, c'est-à-dire les professions plus viles, en particulier les écorcheurs, considérés comme infâmes parce qu'on touche le sang. Et c'est un d'entre eux, Capluche, qui mène, si vous voulez, la répression. La révolte médiévale n'est pas tout à fait loin de la fête. C'est-à-dire que très vite, après l'exercice de violence, on passe au vin en Perse, au cri de joie, au feu de joie aussi, pour dire qu'on a gagné, sans un réel programme politique. 1418, c'est un traumatisme. Et les événements de 1413, qui ont fait très peur aux penseurs politiques. Christine de Pisan, par exemple, dans le livre de la paix, est très critique vis-à-vis du peuple.
Hein, il doit se cantonner à être dans le corps politique uniquement les pieds et les jambes. Point. Hein, surtout pas la tête. Après ces émeutes, les rois s'éloigneront de Paris pendant presque un siècle et résideront le plus souvent sur les bords de la Loire, tout en gardant un œil attentif sur ce qui reste leur capitale administrative et politique. Que reste-t-il de ces révoltes médiévales dans les manifestations modernes ? Je ne suis pas sûre que le Titi parisien soit né au Moyen-Âge, même si j'ai beaucoup d'affection pour Gavroche et pour Victor Hugo. Je n'ai aucun élément de réponse. J'aimerais qu'il y ait une continuité. Si je peux vous répondre de façon très personnelle, j'aimerais qu'il y ait une continuité. Alors il y en a peut-être une, il y en a quand même une, du côté de l'université. Parce que les grèves sont une invention du Moyen-Âge. La grève universitaire, c'est une invention du Moyen-Âge. Et elles sont très fréquentes. Qu'il y en avait pour un oui, pour un non. Enfin, j'exagère, à peine. Autrement dit, l'ébullition, elle est du côté du quartier latin. Le quartier latin offre en effet une constante dans la géographie parisienne des manifestations, et tout au long des siècles, les témoignages abondent de la turbulence des étudiants, tolérés dans un territoire bien circonscrit. Les 19 et 20e siècles sont remplis de leur effervescence jusqu'au paroxysme de mai 68. Traditionnellement, les étudiants se déploient dans l'espace public. C'est ce qu'on appelle les monomes, hein. Ça relève de formes folkloriques héritées d'un passé lointain, et ces manifestations peuvent prendre un tour très politique. Le symptôme du passage au politique, c'est le moment où ces étudiants quittent ce qui est considéré comme un territoire qu'on leur concède tant bien que mal, le quartier latin, qu'ils prennent le boulevard Saint-Germain et qu'ils essayent de passer sur la rive droite. Et là, je dirais que c'est la frontière qu'il ne faut pas franchir. Aujourd'hui, les jeunes se mobilisent régulièrement pour des objectifs aussi variés que précis, comme ces étudiants en médecine qui protestent spontanément contre des erreurs dans leur concours. Pourquoi une manifestation plutôt qu'un recours juridique, par exemple ? Aujourd'hui, on descend dans la rue, c'est le meilleur moyen de montrer qu'on est solidaire, unis. Au moins là, c'est physique, on montre qu'on est investi pour pouvoir que en haut ça bouge, parce qu'on nous écoute pas. J'ai fait très peu de grèves dans ma vie, mais je pense que les causes nobles doivent être défendues et non pas que par des pétitions. Je pense qu'on doit vraiment montrer qu'il y a des gens derrière, parce que effectivement, dans leur bureau, c'est facile de prendre des décisions, de cadrer des gens dans des plannings, de les considérer comme des petits pions, mais le préjudice moral, physique, il est devant vous. C'est moi aujourd'hui qui vous parle avec une voix tremblante, et je pense que ça n'a pas d'autre répercussion qu'une petite signature sur une feuille. J'ai un nom, j'ai un visage, et je veux que ça se voit. Il y a une jouissance physique dans la manifestation. Physique. Bon. Et parce qu'on ne forme qu'un seul corps, parce qu'on est dans une forme de communion, parce qu'on partage implicitement ou explicitement les douleurs des uns et des autres. Les manifestations parisiennes gardent du Moyen-Âge un aspect festif, voire carnavalesque, et elles servent de scène à de nombreux personnages singuliers. Je crée de l'attention, il n'y a pas de problème, camarade. Pourquoi tu crées je parle, je m'exprime, j'ai le droit de m'exprimer. Non, je ne crée pas de l'attention, c'est vous qui créez. Je parle doucement, calmement. Voilà, je m'appelle Alain, je suis travailleur. On est tous travailleurs ici. Il y a un collectif. Il y a un collectif. Les gens, ils sont en train de te parler, t'écoutes. Là, tu censures la parole d'un communiste, arrête. Oui, monsieur. Je salue les femmes et je salue les jeunes filles, car demain,
devenir quelqu'un de bien dans la société. Mais honnêtement, j'aimerais bien avoir le droit de connaître qui je suis vraiment. Arrêtez de consommer de l'aspartame. L'aspartame est un danger, un activateur de cancer. Ras-le-bol! Vous confondez tout et vous rattrapez tout. Le féminisme n'a jamais été homosexuel, mais tu rattrapes pas le mouvement des lois. Je suis lesbienne et féministe et je me bats pour les deux sujets. Pas du tout, ma fille. Ah, c'est sûr, mais bien sûr, vous savez pas discuter. C'est ici qu'on en parle. Je suis féministe, je me bats pour le droit à l'avortement. Pourtant, un autre aspect de la manifestation sont les débordements et la violence des policiers ou des émeutiers qui peut à tout moment basculer dans la tragédie. La dernière victime fut Malik Oussekine lors des grandes manifestations étudiantes de 1986. Association Oikos Kai Bios. Si l'on manifeste, c'est qu'il est nécessaire de le faire. Et pour les manifestants, la cause est toujours noble, nécessaire et urgente. Les manifestants qui protestent contre la mise à mort des taureaux le font au pied du clocher de Saint-Germain-l'Auxerrois, d'où, dit-on, fut donné le signal du massacre de la Saint-Barthélemy, qui est la face noire de la manifestation parisienne. La manifestation repoussoire, c'est la Saint-Barthélemy. C'est la Saint-Barthélemy. Il y a une épouvante de la Saint-Barthélemy dans la mémoire de la Révolution française. D'abord, il y a une épouvante des guerres de religion. Et donc, on a là la manifestation du fanatisme. Les guerres de religion ont eu en effet un impact notable dans les consciences. La nuit de la Saint-Barthélemy en 1572, au cours desquelles les catholiques parisiens massacrèrent plus de 2000 protestants, mais aussi la journée où fut inventée la barricade et où Henri III fut contraint de fuir précipitamment la ville, sont des témoins de la manière dont l'éruptivité du peuple parisien peut être orientée de manière fanatique ou partisane. Le peuple n'est pas davantage maître de son destin dans les troubles de la Fronde, où s'affrontent le pouvoir royal, la noblesse et la bourgeoisie. Mais il joue un rôle important au service de l'une ou l'autre cause. Louis XIV, contraint lui aussi de fuir la ville sous la pression de la foule, gardera comme tant de prédécesseurs une sourde méfiance pour la capitale et installera la cour à distance à Versailles. Alors, dans les quelques mots qui ont été dit tout à l'heure, on insiste beaucoup sur le jugement. Le message est simple, il est le même que... Aujourd'hui, les lieux de pouvoir sont tous situés à Paris intramuros, du palais de l'Élysée à l'hôtel Matignon, au Conseil d'État, au ministère, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au siège des grandes sociétés, aux administrations, aux banques. Il est donc logique que les manifestants se rassemblent aux abords de ces lieux de pouvoir. Et de dire justement que pour cela, l'un des éléments sur lesquels en tout cas nous nous battons, c'est justement l'ouverture de la PMA, alors pas seulement pour tous les couples, mais aussi pour toutes les femmes. Et donc Marie-Georges Buffet qui devait se joindre à nous, mais qui est retenue à l'intérieur de l'Assemblée, donc le Parti communiste nous dira aussi un petit mot tout à l'heure, a fait recours à la PMA, à la procréation médicalement assistée, sans que son intérêt... Les Drossi, là, ils sont où? Après la Fronde et avant la Révolution,
La ville fut réputée calme parmi les historiens, jusqu'à ce que les études du professeur Nicolas ne remettent en question cette opinion. Paris est une ville de 500 000 habitants à peu près, une énorme ville pour l'époque, vers laquelle affluent les pauvres des provinces, surtout en période de crise. On s'aperçoit qu'il y a une effervescence constante, que l'opinion s'exprime de toutes sortes de manières au niveau populaire. Il y a là une espèce d'énergie revendicative permanente qui émaille, qui jalonne absolument le parcours entre les années de l'après-Fronde et la période révolutionnaire. Le pouvoir a un devoir absolu, c'est celui d'alimenter la ville, d'approvisionner les marchés. Le roi est le père de ses sujets. Un père doit nourrir ses enfants. Le roi est un père, mais les sujets sont en droit d'exiger qu'il rassure la subsistance et la vie. Et même sur le plan religieux, la prière classique, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est une prière qui a tous les airs d'un ordre. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà une prière qui est un ordre. Cette obligation, qui est une obligation sacrée, eh bien, le roi doit s'y conformer, doit la remplir en tant qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre. Et au début de la Révolution, les 5 et 6 octobre, à l'initiative des femmes de la Halle, des femmes des marchés parisiens, eh bien, le peuple de Paris ira à Versailles exiger du roi le pain quotidien et obliger d'ailleurs à cette occasion la famille royale de venir se réinstaller dans Paris. Et cette fois-ci, le contrôle et l'exigence seront encore plus immédiats. On se souvient en effet de la prise de la Bastille ou de l'abolition des privilèges, mais un peu moins de ces décisives journées des 5 et 6 octobre 1789. Bon, on a là sûrement un tournant peut-être encore plus intéressant que celui de la Bastille. La crise économique est toujours aussi sévère et depuis la fin du mois d'août, le roi n'a pas encore signé les premiers actes constitutionnels. Il est dit donc que si le roi est ramené à Paris, eh bien il n'y aura plus de problème d'approvisionnement pour Paris. Les femmes font le marché, ce sont les premières concernées par la montée des prix, par le souci de nourrir la famille. Et ce sont les premières qui, dès ce 5 octobre, donc, dans les marchés, vont se réunir spontanément, se déplacer vers la place de l'Hôtel de Ville, et de l'Hôtel de Ville s'engager sur la route de Versailles. Alors immédiatement, ce que l'on peut remarquer, et c'est ça qui est très 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 intéressant, c'est la politisation du cortège. Lorsqu'elles arrivent à Versailles, donc, elles demandent à être reçues en délégation. Alors elles sont reçues par le roi, une petite délégation est reçue par le roi, et à partir de là, les femmes sont épuisées, certaines dorment parmi les bancs des députés, ce qui choque et ce qui alarme certains députés. Certaines restent sur la place du château, il pleut de façon très très importante, donc tout le monde est fatigué. En réalité, une deuxième manifestation va s'organiser. C'est une manifestation d'hommes. Des hommes décident de suivre avec inquiétude leurs femmes avec quelques heures de distance. Ils arrivent dans la soirée à Versailles. Au petit matin, l'assaut est donné au château. Et devant cette pression-là, finalement, le roi sort sur le balcon et promet de rentrer à Paris. Donc en fait, on a une manifestation qui est victorieuse, puisqu'elle a obtenu en fait ce qu'elle désirait, donc il y a un fait accompli. C'est là aussi qui est intéressant dans la Révolution, c'est que la manifestation est performative, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle désirait. L'événement va connaître en fait une publicité tout à fait remarquable dans la presse. Et dans la presse, qu'est-ce qu'on va voir en fait? Que la manifestation violente menée par les hommes au petit matin est imputée aux femmes. Il y a toute une campagne de dénigrement de la manifestation des femmes, amalgamant manifestation de femmes, violence des hommes, comme pour mieux stigmatiser la place des femmes qui a été tout à fait exceptionnelle dans le champ public qu'a été cette histoire du 5 octobre. Ces femmes vont être critiquées dans le camp des révolutionnaires eux-mêmes, en fait, comme des agents de pagaille qu'il faut absolument contrôler. Le sexisme est partout. On n'en veut pas de cette société-là. Au travail, à la maison. Je
Le 6 octobre 1789 est la première grande manifestation féminine de l'histoire de Paris. Mais depuis lors, elles sont devenues une constante du pavé parisien, que les femmes ne sont pas les dernières à fouler. Laissez-moi me fringuer comme je veux et dites aux hommes de remballer leur Il y a un savoir-faire, un professionnalisme de la manifestation parisienne, un équipement de ballons, de drapeaux, d'autocollants, de camionnettes, de mégaphones, de sirènes, de tambours, de services d'ordre, de pancartes, de mise en scène, de slogans, de pétitions. Dans la grande tradition manifestante, on n'improvise pas un mouvement de rue, on le prépare soigneusement et on s'assure de disposer de tous les éléments qui attraperont l'œil des badauds et des caméras. La grande tradition de la rue parisienne après la Révolution, c'est au XIXe siècle qu'elle prend toute son ampleur. Révolution, barricades, émeutes se succèdent à un rythme soutenu. Paris est véritablement intenable. La misère infligée par la révolution industrielle rend inhumaine la vie du peuple. Les révolutions de juillet 1830 et de 1848 déposent Charles X, puis Louis-Philippe. Après l'instauration de la Deuxième République, en février 1848, et donc l'élection d'une représentation parlementaire, comme les troubles de la rue se poursuivent, la République réduit au canon les barricades et massacre les insurgés. C'est l'époque de « La liberté guidant le peuple » de Delacroix et des Misérables de Victor Hugo. Le personnage de Gavroche et le Titi parisien entrent dans le mythe, représentant cette foule d'adolescents turbulents et insolents qui furent de tout temps aux avant-postes de la contestation. Napoléon III et Haussmann remodèleront la géographie de Paris, taillant de larges boulevards dans le lacis des ruelles médiévales pour rendre plus aisées les manœuvres de troupes et leur casernement. Le maintien de l'ordre relève alors de l'armée. Le sort tragique de la Commune de Paris en 1871, révolution écrasée dans le sang, entache la naissance de la Troisième République. Tous les ans, la montée au mur des Fédérés, au cimetière du Père-Lachaise, est l'occasion d'une manifestation du souvenir des victimes.
Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux. Cette phrase de Victor Hugo s'applique particulièrement à Paris, où les dates, parmi lesquelles le 1er mai, le 14 juillet, les manifestations patriotiques du 8 mai, la Gay Pride ou la commémoration de l'abolition de l'esclavage, sont autant de repères et de moments de ralliement pour les partis et les groupes sociaux. Vive le roi! Vive le roi! À partir de 1870, la République est instaurée. Mais les députés se méfient de cette ville qui s'est montrée si indocile jusqu'alors. Ils ne reviendront de Versailles à Paris que 10 ans plus tard. Un des premiers actes des Républicains parvenus au pouvoir, en 1880, c'est l'adoption des grandes lois démocratiques, dont la liberté de presse, liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de réunion. Réunion, oui, mais pas de réunion sur la voie publique. À partir du moment où il existe des libertés démocratiques, il apparaît que les seuls pouvoirs légitimes sont l'individu citoyen électeur et l'Assemblée, seule représentante légitime du peuple souverain. Tout ce qui peut se passer dans cet entre-deux, tous les corps intermédiaires, et finalement la manifestation telle que nous la concevons, peut-être conçue comme un corps intermédiaire, transitoire, apparaît comme une force illégitime qui viendrait s'interposer entre le citoyen électeur et l'élu. La République est advenue, d'une certaine manière, les républicains pensent leur victoire comme une manière de fin de l'histoire. Et dès lors, on se défie plus particulièrement des rues parisiennes que des rues des autres villes françaises. En pratique, il n'y a jamais d'autorisation de manifestation dans Paris. De 1870 à 1934, la politique de la République ne changera pas sensiblement, puisque les seules manifestations autorisées seront en 1909 un cortège de soutien à Ferrer, un anarchiste catalan exécuté en Espagne, puis, après la Première Guerre mondiale, des défilés en hommage à Jaurès. En dépit de cela, le régime ne peut interdire d'énormes manifestations de soutien au général Boulanger, celles liées à l'affaire Dreyfus ou à la séparation de l'Église et de l'État. C'est à ce moment qu'est confié au préfet Lépine le soin d'organiser des corps de policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre qui remplaceront les militaires. Le 6 février 1934, les forces d'extrême droite manifestent place de la Concorde et tentent de prendre d'assaut la Chambre des députés. En riposte, la gauche réplique et se mobilise dans une contre-manifestation géante le 12 février. Ce qui ouvre une nouvelle période, c'est ce couple qui va se créer 6 février, 12 février. Le 6 février, les forces de la droite nationaliste se sont mobilisées dans la rue, sans doute pas pour renverser la République, mais en tout cas pour la transformer. En face, le 12 février 1934, les forces qui se qualifient d'antifascistes se dressent. Donc il s'agit du Parti socialiste et de la CGT, du Parti communiste et de la CGTU. Et je dirais que chacun se compte, chacun a pu se compter. Et à partir du moment où chacun a pu se compter parer dans la rue, va s'engager, de façon extrêmement lente, un processus de négociation de l'issue. En 1934, comme ultérieurement en 1968, avec la nuit des barricades le 13 mai d'une part, et puis la manifestation gaulliste du 30 mai d'autre part, on a des crises majeures de notre histoire politique qui naissent dans la rue et qui se dénouent par la rue. Et c'est ces constructions en miroir, permettant à chacun de mesurer sa force et à partir de là, de décider implicitement de trouver une issue à construire autrement que par le rapport de force physique, dans quel cas c'est l'émeute ou la guerre civile, qui se mettent en place. Sous la pire oppression qui soit, celle de l'occupant allemand, entre 1940 et 1944, les dates jouèrent leur rôle. Ainsi, le 11 novembre 1940, une manifestation d'étudiants et de lycéens eut-elle lieu sur la tombe du soldat inconnu de l'Arc de Triomphe,
réprimés dans le sang par les nazis. En 1944, lors de la libération de Paris, l'insurrection du peuple réactivera le légendaire des barricades et servira au Parti communiste de moyen de pression sur le gouvernement provisoire. Au XXe siècle se fixe la répartition géographique, à l'ouest un axe patriotique, à l'est une zone de contestation populaire. C'est le fameux triangle République-Bastille-Nation. De fait, tout Paris est comme le décor d'un théâtre des manifestations. Chaque parcelle de son territoire étant chargée de mémoire, mémoire personnelle, mémoire familiale, mémoire historique, mémoire mythique. Paris est en somme un espace-temps particulier dévolu à la manifestation de rue. Après les événements de mai 68, le nombre de manifestations ne cessera de croître à Paris dans une dynamique exponentielle. Je crois qu'il y a une période de gestation de phénomènes nouveaux qui s'amorce dans l'après 68, qui n'est pas liée à 68 et qui va s'affirmer avec force à partir de 84. Et entre 84 et 95, on va avoir en France, et notamment à Paris, toute une série de très grandes manifestations qui auront raison de projets de loi, des ministres qui les portaient, quelquefois des gouvernements qui allaient avec ces ministres. À partir de 84, les manifestations vont se mettre à fonctionner comme des modalités de référendum d'initiative populaire. Alors bien sûr, ça n'est pas la première fois que des lois sont retirées à la suite de mobilisations. Ce qui est intéressant dans la séquence 84-95, c'est que ces phénomènes donc, de retrait de projets de loi ou de loi devant la mobilisation populaire sous la forme d'une manifestation ne sont plus vécus comme des crises politiques majeures. Et que donc, progressivement, la manifestation apparaît comme une des modalités de faire de la politique. Lors des dernières très grandes manifestations sur la question des retraites, qui se sont finalement soldées par un échec, puisque cette fois-ci la loi et la réforme est restée en place, quand on entendait les manifestants, ils disaient mais on n'a jamais été aussi nombreux, et donc le sentiment que c'était devenu un dû parce qu'il était rentré dans les consciences qu'une très grande manifestation, ça signifiait une victoire. C'est bien parce qu'on le pense en termes de référendum que la question du nombre exact apparaît comme une question aussi importante, ce qu'elle n'est pas selon moi. En 2011, la manifestation est parfaitement intégrée au modèle institutionnel politique français. Un des enjeux pour les organisateurs est d'ailleurs d'attirer dans la rue des élus ou personnalités du monde politique. Que penser d'un système qui intègre aussi parfaitement la manifestation ? Je reprendrai la formule de Ballandier, Georges Ballandier, dans Anthropologie politique, il nous dit la meilleure ruse du pouvoir, c'est la ritualisation de sa contestation. Voilà, c'est vraiment, on a ritualisé la contestation, on l'autorise. C'est pas formidable ça, on l'autorise. On autorise sa propre contestation. On manifeste beaucoup à Paris, mais c'est très peu les Parisiens qui manifestent. C'est-à-dire, quand on a des grandes manifestations des cheminots, quand on a des grandes manifestations d'EDF, des grandes manifestations de travailleurs pauvres, vous imaginez bien que c'est pas surtout des Parisiens qui manifestent. Vu les changements de la population à Paris ces dernières années. On peut se demander si, à terme, la tradition rebelle des Parisiens ne sera pas arrangée au magasin des souvenirs. Il y a peut-être eu pendant beaucoup d'années une forme de délégation qui était donnée à la région parisienne parce qu'ils étaient près du pouvoir, alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a l'engagement dans tous les territoires en France qui viennent appuyer les éventuelles délégations eh bien, qui peuvent y avoir au niveau national. Quand on prend sur retraite, faire défiler sur des journées 3,5 millions de salariés, ben on sait que ça ne serait pas possible de les rassembler à Paris. Parce qu'au niveau des transports, c'est pas possible, parce qu'au niveau de la manifestation, c'est pas possible. Donc, je crois que c'est parce qu'il y a de plus en plus de manifestants. Eh bien, si on veut que tout le monde puisse descendre dans la rue, je crois que l'envisager sur une manif nationale à Paris, c'est pas possible, tout simplement. Et pourtant, malgré les changements sociologiques, il y a toujours à Paris, plus que partout ailleurs, un réflexe manifestant. Peut-on pour autant parler d'habitus au sens sociologique ? Il y a effectivement un habitus, un certain nombre de manières de penser, de sentir, d'agir, qui sont
présente à Paris et qu'on fréquente naturellement et qu'on incorpore, on considère qu'il est normal de manifester en groupe. On considère qu'il est normal, lorsqu'on manifeste en groupe, de n'être pas violent. On considère qu'il est normal, lorsqu'on manifeste en groupe, de ne pas prendre le pouvoir. On considère qu'il est normal de dire son avis sur des pancartes. On considère qu'il est normal d'utiliser des slogans éculés ou etc. Progressivement, on considère qu'il est normal de faire le clown dans les manifestations. Moi, c'est mon hypothèse absolument fondamentale, c'est que les manifestations, même si elles peuvent paraître parfois source de désordre, sont en réalité des moments fondateurs de réappropriation de la norme. Pour moi, fondamentalement, une manifestation, c'est une réappropriation de la norme. Nous sommes la source de la norme, c'est ça que dit une manifestation. S'il y a un habitus manifestant à Paris, il est certain qu'au fil des siècles, un savoir-faire symétrique, unique au monde lui aussi, s'est mis en place du côté des forces de l'ordre. Il y a une interrelation manifestant-police qui, je crois, est très particulière en France, et qu'on voit apparaître dès la toute fin de l'Ancien Régime, et qu'on voit problématiser de façon très très fine par certains constituants, dont Sieyès. On a une interrelation qui fait que le policier est un citoyen, et le policier est dans la prévention. L'abbé Sieyès, qui est un grand constructeur de plans, un grand constructeur de constitutions, rédige de très longs cahiers sur la façon dont doit agir la force publique. Et on a tout un discours de petits drapeaux de couleurs, on a tout un discours de signes, on a tout un discours de systèmes gradués qui montrent que la force publique va être utilisée et qui doit être enseignée aux citoyens. Donc je crois qu'il y a cette forme d'interrelation. Bien sûr, les manifestants le nient. Le policier est par essence l'agent de la répression, on ne discute pas avec lui, ou on a le moins de rapport possible avec lui. Derrière la CGT, CFDT après une ça, et Sudrail derrière. D'accord, je vais voir ça. Normalement, Sudrail en taux. Je pense très sincèrement que la gestion de l'ordre public est le fruit d'une histoire. Mais on a une véritable doctrine de l'ordre public. On a les outils qui ont été développés au fil du temps qui collent avec cette doctrine-là. Et il y a une véritable philosophie française et parisienne de l'ordre public. Ce qui est important, c'est que dans ce pays, et singulièrement à Paris, qui a une très grande expérience de l'ordre public, les forces de sécurité qui assurent les manifestations sont formées à réguler, à gérer ces manifestations de manière dépassionnelle. La posture de l'ordre public, au départ, je suis perçu comme un policier paisible. On monte en pression, on fait mettre les casques, ça monte un peu en pression, on avance, on met plus de monde sur le barrage, on met les véhicules en appui, etc. Donc tout ça fait que c'est une interaction permanente psychologique entre la foule et ceux qui la gèrent. Nous sommes de plus en plus confrontés à des événements de voie publique inopinés, sur lesquels nous avons que peu de prise, parce qu'ils sont pour nous complètement dépersonnalisés. Et le fait de ne pas avoir d'interlocuteur pour ces manifestations, notamment par ces mobilisations par la bulle Internet, je pense va poser un vrai problème dans les années qui viennent, un problème de gestion déjà de l'ordre public, mais peut-être également il y a un problème de cohésion sociale quelque part. Depuis le Moyen-Âge, la circulation des idées et des rumeurs à Paris est un agent essentiel des mouvements de foule. À côté des dizaines de caméras des médias officiels désormais, on trouve de plus en plus d'acteurs nouveaux, comme Mohamed, qui a fondé, armé d'une caméra et d'un ordinateur, Independenza Web TV, il y a 3 mois. Il n'a pas souhaité que l'on voie son visage à l'écran. Je me suis rendu à quelques manifestations et j'ai vu la version de la rue et la version des médias, qui étaient complètement différentes. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une Web TV et voilà, ça m'est venu comme ça. Il y a certaines vidéos qui peuvent atteindre 10 000 vues ou plus, donc c'est assez conséquent. Je pense que dans les années à venir, ça va énormément se propager parce que les gens prennent de plus en plus conscience de la manipulation médiatique. Là, vous voyez, il y a peu de manifestants actuellement. Il y a au moins entre 30 et 40 manifestants. Mais avec le réseau Internet, ça va avoir un vrai impact, car il y aura des milliers de vues. Et donc, ça va faire prendre conscience aux gens de la réalité et des dangers des additifs alimentaires, tout simplement. Mohamed s'est en particulier intéressé aux manifestations liées à la tenue du dîner du siècle.
Maintenant, avec Internet, on sait tous que le 4e mercredi de chaque mois, il y a une élite qui se réunit à l'Automobile Club de France, à proximité du Crillon. Ils se réunissent, il y a l'élite médiatique, politique, économique et industrielle. Donc ils dînent ensemble sans que personne ne soit au courant, car on n'en parle pas dans les médias de masse en général. Et il y a un dispositif policier assez conséquent. Donc c'est un dîner privé, mais il y a un dispositif policier aux frais du contribuable. Il y a entre 500 et 1000 policiers, CRS, et une centaine de policiers en civil également. Les policiers intimident les gens en les interpellant, donc de moins en moins de personnes viennent, puisqu'au mois de novembre, j'ai su qu'il y avait plus de 500 manifestants. Donc voilà, c'est une entrave à la liberté de circulation qui est dans la Convention des droits de l'homme. Donc apparemment, les droits de l'homme s'appliquent, sauf le 4e mercredi de chaque mois, à la place de la Concorde. Ranum Antinum, qui lui aussi a voulu apparaître flouté, est un de ces jeunes Parisiens qui, au fil des siècles, sont une constante du manifestant. Vigilant, contestataire, actif, un peu fauteur de troubles, lui aussi s'est frotté aux difficultés de manifester devant l'hôtel Crillon. Je viens ici, je suis pas un casseur, je suis pas... Et non, je peux pas exprimer mon mécontentement. Et si vous vous taisez, vous allez te soumettre. Toujours un petit peu plus, toujours... c'est normal, c'est un combat social de tous les jours. Vous avez les gens qui sont riches, qui veulent plus d'argent. Vous avez les gens pauvres qui veulent avoir plus d'argent, c'est normal. Il faut militer, il faut résister, il faut montrer qu'on est là, qu'on ne va pas tout accepter. Les gens ont manifesté pour les OGM. Les OGM, on les a. Les gens, ils ont manifesté contre les additifs alimentaires. On les a toujours. On a manifesté contre le nucléaire. On nous l'impose. Donc, on a beau refuser des choses comme le traité de Lisbonne. Ça, c'est quand même, je pense, c'est l'une des pires choses qui s'est passée. Les gens ont voté non au référendum en masse. Et le traité de Lisbonne, il est passé par une voie parlementaire. Je me sens obligé de m'indigner, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression d'être pris pour un con. Excusez-moi de parler comme ça, mais on ne demande qu'une chose aux politiques, c'est de nous donner du travail. D'avoir un travail convenable, de pouvoir vivre normalement. Et ça, ils n'en sont même pas capables. Depuis au moins le XIVe siècle, chaque génération de Parisiens aura connu la fièvre et l'agitation des rues sous des formes toujours différentes. Il y a une épopée de la rue parisienne. La manifestation parisienne n'a jamais cessé de se modifier, mais son principe est identique. L'action collective et physique aux alentours des lieux de pouvoir. Elle est aujourd'hui plus éclatée, plus pacifique qu'elle a pu l'être. Nul ne peut prédire l'avenir. Mais il est à peu près certain que le pavé parisien n'a pas fini de gronder et que les pouvoirs devront encore longtemps compter avec lui.